Avec nous ce matin, on continue avec le professeur Éric Côme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de la Pitié-Salpêtrière, un spécialiste des maladies infectieuses, et ce livre Urgence sanitaire aux éditions Robert Laffont. Oui, absolument. Alors c'est un livre passionnant, indépendamment du fait que malheureusement c'est sur un sujet dramatique, mais il est passionnant parce que c'est les épidémies dans l'histoire, c'est votre témoignage aux avant-postes, sur votre information très factuelle aussi sur le Covid qui touche tout le monde. Malheureusement, on le sait, d'où ça vient, que sait-on, votre indépendance aussi par rapport au sein du monde médical. Vous le dites, vous le revendiquez encore aujourd'hui, votre franc-parler, je le disais tout à l'heure en introduction, hein, le président de la République, lors d'une réunion au mois de mars, vous avez dit gardez votre franc-parler. On va y revenir en détail, hein, mais d'un mot quand même sur ce qui a été annoncé hier soir, ce reconfinement soft pour certains. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? De toute façon, on n'avait pas le choix. Donc oui, c'est la bonne stratégie, incontestablement. Et d'ailleurs, j'en suis navré de faire ce constat, parce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle, et puis c'est un aveu d'échec. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre choix au stade où on en était arrivé. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire d'essayer de protéger pour freiner il faut casser les chaînes de transmission de manière urgente et impérative, parce que là, le temps de doublement de l'épidémie est de 15 jours, ce qui est quand même beaucoup moins rapide qu'en mars-avril, mais ce qui peut s'accélérer assez vite. Et donc, il faut vraiment casser les chaînes de transmission avant qu'il soit trop tard, pour quelque part remettre les compteurs à l'heure et repartir sur des bases saines. Oui, mais alors, parce que là, il y a eu le couvre-feu qui n'a pas porté ses fruits, il y a le déconfinement qui ne s'est pas bien passé, et dans ce qui va être mis en place, on attend les détails de Jean Castex en fait aujourd'hui, mais tout de même, il y a un certain nombre d'interrogations. Pourquoi, par exemple, les grandes surfaces resteront ouvertes sans plus de restrictions que ça, des petits commerces vont fermer, que les écoles vont rester ouvertes, le primaire, mais aussi le collège, le lycée. On sait que les jeunes peuvent véhiculer en fait le virus. Là, oui. C'est quand même... Ça fait partie des trous dans la raquette, oui. C'est peut-être pour ça que certains ont parlé de confinement léger. Oui. Bon, je pense que quand même c'est un confinement réel, mais effectivement avec des trous dans la raquette. Il y a deux gros trous. L'école pour moi, l'école. Enfin, alors pas le primaire, parce que bon, on a tous... on dit tous qu'on peut laisser circuler le virus dans les écoles primaires. Je ne suis pas sûr que ça soit totalement vrai, mais en tout cas, bon, c'est ce qui a été décidé. Par contre, les lycées, les collèges, là, je pense qu'on prend un risque vrai. Je pense qu'il faut diminuer le nombre de personnes en classe, probablement se concentrer sur les élèves qui sont en difficulté. Ça sera d'ailleurs une très bonne chose pour eux de pouvoir bénéficier à très peu d'un instituteur ou d'un professeur. Les autres personnes qui pouvaient laisser en télétravail, il aurait fallu laisser en téléenseignement. Et puis le deuxième trou, à mon avis, c'est justement le télétravail. Il faut le rendre obligatoire, à mon avis. Il ne faut pas qu'il y ait il faut télétravail dans la mesure où c'est possible, quoi, parce que les artisans, les plombiers, etc., ils ne vont pas faire du télétravail. Je pense que pour les artisans, ça ne s'applique pas. Les artisans, ils peuvent continuer à bosser. De toute façon, ils sont souvent indépendants, seuls. Il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent de travailler. Ils peuvent continuer à travailler. Non, je parle dans les entreprises. Dans les entreprises, je suis vraiment inquiet parce que malheureusement, le télétravail, c'est pas la règle. Et apparemment, c'est difficile dans certaines entreprises d'accepter que les employés se mettent en télétravail. Et si c'est le cas, ça servira à rien. Petite parenthèse quand même, puisque vous évoquez les jeunes. Cet été, vous avez été au centre d'une polémique. Oui, bien malgré moi. Oui, bien malgré vous. Parce que vous aviez dit, alors qu'on voyait les jeunes un petit peu partout, etc., qu'il fallait laisser la contamination se faire, notamment des jeunes. C'est comme ça que ça avait été interprété. Oui, qu'est-ce que vous aviez voulu dire avec le recul ? C'est comme ça que ça a été interprété, effectivement. Après, bon, je ne suis pas responsable des interprétations qui sont faites de mes propos. En fait, j'avais fait le constat que on laissait les jeunes faire. Ok, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément une mauvaise tactique, mais bon, j'avais fait ce constat et j'avais dit qu'à partir du moment où on laissait le virus circuler chez les jeunes, il fallait protéger impérativement les personnes fragiles et les vieux, quoi, parce que c'était pas possible autrement. Et la preuve d'ailleurs, on l'a pas fait, et du coup, voilà où on en est. Dans ce livre, alors la première partie est consacrée aux grandes épidémies, hein, donc on replonge vraiment depuis des années et des années sur ces épidémies, et puis très vite vous dites que vous avez dit des bêtises, vous aviez une mauvaise vision. Est-ce que ça veut dire que la Chine nous a tous trompés et que finalement on est tous responsables peut-être d'avoir écouté les Chinois ?
on s'est tous trompés au départ. D'abord parce que probablement aucun d'entre nous n'avait envie de voir arriver une épidémie de telle ampleur. Faut pas oublier ça. Après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'est trompé. Il y en a 3 principales. La première, c'est effectivement la Chine qui nous a menti quelque part. Ils n'ont pas dit toute la vérité sur la gravité de la situation. La deuxième raison, c'est que les pays impactés après la Chine, Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, auraient dû être impactés aussi. Auraient dû être impactés de manière majeure, et on a vu qu'ils n'étaient pas impactés, et on n'a pas réalisé tout de suite qu'en fait ils n'étaient pas impactés parce qu'ils avaient déjà vécu les 2 premières épidémies de coronavirus. Et enfin, je parle pas du Covid, là, je parle du MERS et du SARS. J'en parle dans mon livre, et je pense que d'ailleurs c'est fondamental ce chapitre parce que en fait tout était déjà écrit. Pour notre réaction aussi tout à nous. Tout était déjà écrit en fait. Donc ces pays-là étaient prêts. Voilà, ils avaient été formés au cours des 20 dernières années avec le SARS et le MERS, et donc ils étaient parfaitement prêts, et finalement ils ont très bien géré l'épidémie sans casser l'économie, tout dans la prévention. Donc ça nous a leurrés parce qu'on n'avait pas imaginé qu'ils étaient à un tel seuil de préparation. Moi je l'ai réalisé un peu tard, qu'ils étaient si bien préparés. Et puis la troisième raison, c'est qu'on s'était tous fait avoir avec la fameuse épidémie de grippe de 2009, et on en avait trop fait à l'époque. Vous savez, c'est la fameuse histoire Roselyne Bachelot, les masques, etc. Les vaccins, on en avait trop fait. Beaucoup d'entre nous étaient restés sur cette impression qu'on en avait trop fait, et attention à ne pas trop en faire cette fois-ci. Mais ça veut dire qu'on est trop dans le curatif et pas assez dans le préventif. Là c'est clair, oui. Là on est vraiment, alors oui, c'est incontestable, mais malheureusement c'est une dérive, qui a des décennies. Ça fait 20 ans. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard là, parce que certains disent on n'arrive plus à contrôler l'épidémie, il y en a qui sont très inquiets. Est-ce que vous pensez, vous, puisque vous êtes spécialiste, qu'on peut reprendre quand même le contrôle de cette épidémie, et en s'inspirant un petit peu des modèles que vous déployez? Alors évidemment, on n'est pas aussi équipé qu'en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, etc., où eux, très vite, ils ont agi. Mais est-ce qu'on peut le faire, s'inspirer de ce modèle? Oui, on peut le faire. Je suis persuadé qu'on peut le faire. J'ai aucun doute là-dessus. Ça passe par quoi, là? Ça passe par une discipline collective, individuelle, une éducation sanitaire qui n'a pas du tout été faite, qui a été quand même ratée sur le plan éducation sanitaire. Apprendre aux gens à reconnaître leurs symptômes, à s'isoler, pour casser les chaînes de transmission le plus rapidement possible. Évidemment, il faut se fier aux exemples qui viennent d'ailleurs, mais vous savez, il n'y a pas que les Asiatiques. Regardez, la Nouvelle-Zélande a très bien réussi aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nouvelle-Zélande? Alors, ils sont facilités par le fait que c'est une île, évidemment. Mais bon, déjà, ils ont commencé par appliquer strictement la quarantaine à l'arrivée, l'isolement. Les frontières. Oui, c'est ça. Et puis le dépistage massif, ça c'est quand même une stratégie qu'il faut mettre en place. Alors ça dépend à quel stade on est de l'épidémie, évidemment. Aujourd'hui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, j'exagère évidemment, mais disons que c'est moins, parce qu'aujourd'hui le virus circule partout, si vous voulez. Donc être dans une stratégie préventive, c'est difficile. Il faut d'abord casser les chaînes de transmission, remettre les compteurs à zéro, si je peux dire, repartir sur des bases saines, et là effectivement on pourra être dans la prévention. Bon, allez, on va continuer d'en parler avec vous. Vous êtes avec nous ce matin, professeur Éric Côme, urgence sanitaire aux éditions Robert Laffont. Vos appels, 0826 300 300. Au standard ce matin, 0826 300 300, il est 9h31, toujours avec le professeur Éric Côme, urgence sanitaire aux éditions Robert Laffont est avec nous, et vos appels, et nous avons Julien ce matin au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Cécile, bonjour tout le monde, bonjour le professeur Éric Côme. Donc moi je suis aide-soignant en réanimation, et je suis à 200% d'accord avec Éric Côme. Enfin, la gestion a été catastrophique, on a été pris de court, et ça c'est tout à fait vrai, et on a un manque de préparation, et on a un manque aussi d'anticipation, c'est-à-dire qu'on attend vraiment que les gens soient en phase critique pour commencer à mettre en place des thérapies de choc, alors que on a vu par expérience que beaucoup de thérapies existaient, et que beaucoup d'hommes politiques peuvent en témoigner, qui ont été soignés, je ne sais plus son nom, c'est le maire de Nice, je crois. Christian Estrosi. Christian Estrosi, voilà, qui a lui-même témoigné. Notamment justement la polémique entre le remdesivir et l'HCQ, le traitement à base d'hydroxychloroquine, on voit qu'il y en a un qui a été prouvé qu'il ne faisait pas effet, l'autre, il y a peut-être des effets secondaires, mais entre des effets immédiats et des effets peut-être secondaires à long terme, voire même à très long terme, parce qu'on parle d'effets sur plus de 20 ans, j'ai envie de dire, pour soigner des personnes de plus de 60 ans, on arrive au-delà de l'expérience de vie, je pense qu'on peut prendre le risque, c'est un risque qui est très minime
minoré en fin de compte. Ouais. Alors, vous voulez un éclairage du professeur Eric Combe. Alors, on va pas revenir sur toute la polémique, mais quand même peut-être sur la manière de traiter. Hein. Oui, on peut parler effectivement des traitements. Malheureusement, les nouvelles sont pas très bonnes sur le front des traitements, parce que vous savez, il y a deux phases dans la maladie. Il y a une première phase qui est virale et il y a une deuxième phase qui est immunitaire, le fameux orage immunitaire, et c'est ça qui envoie les malades en réanimation. Et donc sur la phase virale, malheureusement, on n'a aucun médicament efficace, ni l'hydroxychloroquine. C'est très dommage, mais malheureusement. Ça baisse un petit peu la charge virale ou pas quand même pas. Ah bon Non, oui, c'est ce qui est. Enfin, non, même pas. Malheureusement, même pas. Et puis le remdesivir, ça marche pas mieux que l'hydroxychloroquine, en tout cas sur ce que je peux en juger. Et par contre, sur l'orage immunitaire, oui, on a fait des vrais progrès avec l'utilisation des corticoïdes, des anticoagulants, une bonne modalité d'utilisation de l'oxygène, qui est un vrai problème en fait dans cette maladie. Là, on a vraiment fait des progrès. Alors, qu'est-ce que les malades qui reçoivent en fait qui présentent des symptômes, qui se disent oh là, je commence à avoir de la fièvre, etc. Donc bien souvent ils appellent leur médecin. Les médecins, eux, ils essaient d'appliquer ce qu'ils peuvent, mais ils ont du mal à avoir des directives. Vous, qu'est-ce que vous conseillez en fait de faire, quoi? Ça dépend à quel moment on est de la maladie. Si on est au stade viral, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Évidemment, on peut prendre de la vitamine C, mais surtout se reposer. Je pense que c'est absolument fondamental. Et puis rester isolé, évidemment, pour ne pas contaminer les autres. Et puis, à partir du 7e, 8e jour, on sait qu'on rentre dans la phase immunitaire. Donc, cette phase immunitaire, elle est inexistante chez la plupart des malades, il faut quand même le dire. Mais chez les malades chez lesquels elle arrive, il faut être extrêmement vigilant. Et c'est là où il faut hospitalisation. Alors en tout cas, il faut voir un médecin, et puis c'est le médecin qui décide s'il faut être hospitalisé ou pas. En parlant d'immunité, une fois qu'on a été infecté, guéri, est-ce que, parce que là c'est pareil, c'est très fluctuant, on nous parle de 3 mois, de 6 mois, de 1 an, est-ce que ça dépend Alors, franchement, il faut être rassurant. C'est vrai qu'on peut se réinfecter, on le sait maintenant. Alors les cas de réinfection sont quand même très 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 rares. De manière aussi violente que si on l'a... Non. Alors c'est justement ça le mot-clé. Vous avez raison, c'est quand on se réinfecte, c'est moins grave. Voilà. Et donc, il est probable que ce coronavirus va se comporter comme les autres, comme les 4 autres avec lesquels on vit en permanence depuis des décennies, voire des siècles. Et donc, on va s'infecter, on va se réinfecter, et puis à un moment, on sera humain, et puis on s'en rendra même plus compte. Voilà, Julien, d'autres appels au 0826 300 300 pour vous, professeur. On a Christine qui est avec nous. Bonjour Christine. Oui, bonjour à toute l'équipe et bonjour monsieur le professeur Combe. Oui, moi il y a plein de choses, comme tout le monde, le confinement il est là, j'ai compris qu'il était surtout pour les retraités, les étudiants, c'est-à-dire pour les gens qui ne travaillent pas. Les autres, ils vont travailler et puis ils auront le confinement le week-end. Mais moi ce qui me pose question, c'est en fait l'organisation du service de la santé en France. Ça fait des mois qu'on entend qu'il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux. Donc hier, le président nous a dit qu'ils avaient beaucoup travaillé avec M. Véran, qu'ils avaient doublé les lits, qu'ils avaient augmenté donc le nombre de lits, qu'ils avaient embauché. Donc on a entendu exactement l'inverse sur tous les plateaux de télévision et toutes les radios de gens, de médecins des urgences ou de chefs de service, etc. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est bien sûr au niveau des tests. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, mais moi j'aimerais comprendre pourquoi la France est le seul pays pourquoi les autorités donc sanitaires françaises ont mis en place un test qui est différent des tests qui sont faits dans les autres pays européens, puisqu'il n'a pas les mêmes gradients. Au lieu d'être à 20, il est à plus de 40, ce qui a d'ailleurs été dit par quelqu'un ce matin. Et donc il teste des mini particules de virus au lieu de tester le virus actif. D'ailleurs hier sur une chaîne de télévision, il y a une intervention de Vincent Henouf, qui est virologue à l'Institut Pasteur et qui en a parlé, en disant que non seulement il coûte plus cher, bien sûr il coûte le double que des autres, donc merci à la sécurité sociale, et il est très long à analyser, ce qui fait que les résultats sont beaucoup plus tardifs, puisque forcément il y a beaucoup plus de choses à analyser qu'un test plus simple, et donc il disait qu'il faut absolument, après le confinement, si on était confiné, puisque hier on ne savait pas, mettre en place des tests rapides et simples et qui détectent le virus actif. Donc je voudrais savoir quelle est votre opinion là-dessus. Et la troisième chose, je pense que beaucoup de gens se posent la question, on est confiné
comme a dit Elisabeth Lévy ce matin, visiblement pour un jour sans fin, puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, 4 semaines, 6 semaines, puisque ça va être évalué tous les 15 jours. Confiner, c'est bien, mais ce qu'on a raté, c'est pas le confinement, c'est le déconfinement, puisqu'en sortant, bien sûr, il n'y avait pas de masque. Bon, maintenant, on a des masques. Les gens ont bien compris, moi je vois partout où je vais, que ce soit à Paris, à Toulouse ou là où j'habite à Lavore, tout le monde met les masques, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, les tests, on ne les avait pas. Donc on a été quand même testé très tardivement avec ce fameux test. Moi j'ai chez moi dans ma famille une fille qui travaille dans une grosse agence de publicité où il y a eu énormément de cas, ils sont 2000, c'est une des plus grosses agences de France, elle est directrice de créa, donc elle côtoie énormément de gens parce qu'elle a 36 réunions dans la journée avec des personnes différentes. Elle a été 2 fois en contact. La première fois, elle partait en tournage en Espagne. Elle est partie sans avoir les résultats de son test. Elle les a eus 10 jours après. Bon. Donc, on a un problème d'organisation quand même en France qui est très grave. Oui, alors, le professeur... merci Christine, restez bien à l'écoute. Le professeur Eric Combe va répondre à vos questions parce qu'elles sont multiples. Donc, la première question était par rapport au nombre de lits. Alors, il faut quand même bien comprendre qu'en fait, les lits, ils existent, mais ils ne sont pas occupés. Pourquoi ils ne sont pas occupés? Parce qu'il n'y a pas de personnel pour s'occuper des malades dans les lits. Et en fait, c'est le principal problème. Et pour former du personnel, une infirmière, c'est 3 ans, et puis un médecin spécialiste, c'est 10 ans. Donc ça ne va pas se trouver du jour au lendemain. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de vase communicant, c'est-à-dire que les lits qui étaient utilisés pour les malades qui étaient hospitalisés pour autre chose que le Covid sont maintenant utilisés pour le Covid. Et c'est en ça qu'on parle d'ouverture de lits, mais en fait, c'est plutôt un transfert un système de vase communicant. Donc ça, c'est pour les lits. Pour les tests, effectivement, on aimerait tous avoir des tests pratiques, fiables, pas chers, mais malheureusement, ça n'existe pas. On n'arrive pas à avoir Ils ne sont pas assez fiables, mais... soit ils sont pratiques, comme les tests salivaires, ils ne sont pas assez sensibles. Oui, mais c'est déjà une indication, non, quand même, non? Oui, c'est une indication. Si la charge virale est forte. Oui, c'est une indication. Non, mais c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, mais simplement, vous dépistez que la moitié des malades, c'est quand même un problème. C'est déjà ça. Oui, non, c'est mieux que rien. Ça, c'est incontestable. Mais... Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, professeur Eric Combe, quand même, qu'on veut atteindre toujours un peu le 80-100% en fait, de fiabilité sur l'ensemble des tests, comme on disait, pour les masques. Moi, je me souviens quand même, au mois de février, d'avoir beaucoup de médecins ici, des spécialistes, des confrères à vous, qui disaient non, mais vous ne savez pas porter les masques, donc ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais c'est vrai. Ils le disaient parce que c'est vrai, eux, ils les portaient dans les conditions maximales des blocs opératoires et tout. Et je comprends, mais après, il y a un minimum de choses qu'il faut mettre en place, quoi, non? À l'époque, le discours politiquement correct, c'était de dire que les masques, c'était pas utile. Alors, certains se sont adaptés à ce discour. Moi, mais ça n'a pas été mon cas. Je suis très clair là-dessus. Vous avez lancé l'alerte très vite. J'ai toujours dit que les masques, c'était important. Sur les tests, donc, effectivement, aujourd'hui, on a des tests dont la sensibilité, c'est-à-dire l'aptitude à dépister les malades, c'est 70%. Donc, c'est déjà pas terrible. Je parle des tests nasopharyngés. Les tests salivaires, c'est 50%. Voilà. Chez les personnes symptomatiques. Donc, vous imaginez chez les personnes asymptomatiques ou chez les personnes présymptomatiques. Oui. Alors, il y a quelque chose d'important, justement, puisqu'on est sur cet aspect qui est assez clé sur l'orientation qu'on donne et la politique. C'est cette réunion à l'Élysée du 5 mars 2020. Parce qu'elle explique beaucoup de choses sur ce qu'on vit, en fait, aujourd'hui. C'est une réunion qui oriente, et là, vous y participez avec Delfrécy et d'autres spécialistes, il y en a quelques-uns, et vous dites, et Emmanuel Macron, bien sûr, vous dites, la réunion est orientée sur la recherche et non la maîtrise de l'épidémie. Oui, c'est exact, oui. Ouais. Et là, ça change un petit peu tout dans notre façon de voir. C'est-à-dire qu'on mène de la recherche pour essayer de développer des vaccins, etc., plutôt que de maîtriser l'épidémie. Oui, c'est vrai. Ça m'a beaucoup étonné. Il y avait des capitaines d'industrie autour de la table. Ils parlaient beaucoup des tests, des traitements, des vaccins. Mais pas comment ne pas tomber malade. Mais pas comment ne pas tomber malade et pas comment arrêter l'épidémie. Alors bon, c'était probablement pas l'objet de la réunion, mais c'est vrai qu'au tout début de l'épidémie, ça m'était quand même apparu complètement décalé par rapport à ce qu'il fallait faire. Oui, et cette stratégie, elle est toujours là ou pas? Ça a quand même bien évolué. Je trouve qu'en France, quand même, la prévention, c'est-à-dire la santé publique, était
tellement négligé au cours des 20 dernières années que quand il a fallu se mettre au moment du déconfinement, parce qu'elle avait raison, l'auditrice, au moment du déconfinement, quand il a fallu se mettre en mode préventif, on n'a pas été bon du tout parce qu'on ne savait pas faire, on n'était pas organisé, on n'avait même pas été voir en Asie comment ils faisaient, on s'est même pas en Allemagne, on s'est complètement désintéressé de la manière dont les autres géraient l'épidémie. Je trouve qu'on a été quand même, disons, arrogant, hein, pour être gentil. Ce matin, on posait la question à Philippe Douste-Blazy sur les compétences de Jérôme Salomon, parce qu'il parlait de stratégie, il parlait d'ordre militaire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un médecin militaire, justement, à sa place? C'est ce que j'ai dit à un moment, effectivement, un médecin militaire, ou enfin en tout cas quelqu'un qui sait gérer une catastrophe sanitaire et qui en a l'habitude et l'expérience, et surtout qui a des compétences interministérielles. En fait, Jérôme Salomon, c'est quelqu'un de très bien dans son domaine de compétences. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut quelqu'un qui ait des compétences interministérielles. Et ça, c'est pas un directeur général de la santé qui a des compétences interministérielles. Allez, dernier appel, 0826 300 300 pour vous, professeur Combe. Alors qu'on va passer dans un instant aussi, on vous donnera des nouvelles de ce qui s'est passé à Nice. Il y a un mort et plusieurs blessés dans l'attaque à la basilique Notre-Dame de Nice. L'homme a été interpellé, un homme qui a attaqué au couteau, plusieurs personnes. Voilà, je vous donne cette information. J'ai attendu un petit peu, j'attendais qu'elle soit confirmée. Allez, on continue. Et c'est Michel qui est avec nous. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue. Bonjour professeur Cohn, bonjour toute l'équipe de Sud Radio. Ouais. Alors moi je me pose des questions relativement basiques, Oui. dans le sens où on nous annonce grosso modo 2500 patients en réanimation, une saturation anxiogène des hôpitaux. Puis je me renseigne un petit peu sur les sites du gouvernement, enfin, concernant la santé. Nous avons 1364 hôpitaux publics, 1002 privés, 680 privés non lucratifs. Donc, sachant que tout s'est concentré uniquement sur les hôpitaux publics, forcément, vu que les autres n'ont pas le droit de soigner, je fais une division toute simple. Ça fait, dans le pire des cas, 1,8 malades par hôpital. Oui, parce que si nous sommes en pleine saturation avec 1,8 malades par hôpital, c'est qu'effectivement, le vrai malade se nomme l'hôpital. Alors oui, donc vous dites, c'est-à-dire mauvaise répartition peut-être un peu des malades, parce qu'il y a beaucoup plus d'établissements, et puis c'est un problème d'organisation et paupérisation un petit peu du système. Alors professeur Eric Combe, mais alors bon, qu'on comprenne bien votre démonstration, qu'est-ce que vous avez compris, professeur Eric Combe, dans ce que dit Michel? Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, parce que 1,8 malades par hôpital, non, parce que c'est-à-dire ça correspond vous pas dites du tout à ce qu'on vit. 2500 personnes, c'est ça, en réanimation, à peu près, en fait, c'est ça. Et vous dites qu'il y a 1300 établissements sanitaires en France. Oui, mais ils n'ont pas tous les mêmes. Ils n'ont pas tous des réanimations. En fait, voilà. Des places en réanimation, en France, il y en a 5000. Donc, il y a 15 000 hospitalisations, selon le... Oui, hospitalisation. Voilà, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les hospitalisations en réanimation, c'est les unités de soins intensifs, et les hospitalisations en hospitalisation traditionnelle. Et actuellement, les hôpitaux ont de plus en plus de malades de Covid partout, en hospitalisation traditionnelle. Est-ce qu'on a recours aussi aux cliniques privées? C'est le sens aussi sans doute de la question de Michel. Elles ont été mobilisées, pas beaucoup Non, honnêtement... aujourd'hui, oui. Honnêtement, elles ont été mobilisées. Au niveau de la première vague, je peux vous dire qu'elles ont pris leur part du travail, et plus qu'un peu. Voilà, et c'est exactement pareil au niveau de cette deuxième vague. Les cliniques privées bossent et prennent des malades. Comment vous expliquez cette réticence? On a beaucoup d'auditeurs, on regarde sur les réseaux sociaux, de gens qui n'y croient pas, en fait. C'est quoi le problème? Qui ne croient pas au Covid. Qui ne croient pas au Covid, qui ne croient pas à cette pandémie, qui ont l'impression qu'on leur ment. Je peux vous dire que quand ils auront quelqu'un de leur famille qui sera en réanimation, ils y croiront. Parce que malheureusement, dans chaque famille, maintenant, il y aura des malades, et on entendra parler de voisins ou de gens de votre propre famille qui vont être en réanimation, qui vont être entre la vie et la mort pendant quelques jours. Et là, ils vont comprendre que malheureusement, c'est une réalité, c'est pas une invention. Je pense qu'on a on a accordé trop de place à ce que vous avez appelé, ce qui a été appelé les rassuristes. Oui, les rassuristes. Voilà. Nous-mêmes, on a reçu le professeur Perron. On a reçu Toubiana. Il en faut pour tous les goûts, mais malheureusement, il y a une réalité épidémiologique qui est incontournable. Ce qu'on disait, ils avaient peut-être raison, en fait, dans un certain sens, sur le côté anxiogène et sur la possibilité, peut-être, c'est pas une épidémie qui tue tout le monde aussi, parce que c'est vrai mais il faut faire attention à ce genre de choses, parce qu'effectivement, je suis d'accord, c'est pas une épidémie, c'est pas la peste, il n'y a pas 50% de mortalité, la mortalité est probablement inférieure
inférieur à 1% même, 0,5% probablement. C'est vrai, c'est pas très élevé comme ça. Mais d'abord, il y a des séquelles chez certains malades, mais surtout, c'est l'effet nombre, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez 70% d'une population qui va être infectée, si 70% de cette population est infectée dans un temps T donné assez court, vous êtes submergé, quoi. Et ça impacte non seulement les malades de la maladie émergente du Covid, mais également les malades d'autres choses. Oui, un dernier mot, professeur Côme, c'est sur l'origine aussi des personnes qui sont touchées et davantage victimes. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France, mais vous abordez une question qui est un peu taboue, effectivement, dans votre livre, parce que vous dites tout. Vous avez votre franc-parler, et je vous conseille vraiment ce livre. Et là, vous dites que il y a un certain plus que d'autres qui sont touchés, et notamment les personnes, les Noirs, les personnes de couleur, selon des statistiques aux États-Unis et en Angleterre. Oui, absolument. J'ai été obligé de me référer à des statistiques aux États-Unis et en Angleterre, où là, ils n'ont aucun problème par rapport à cette origine ethnique. Alors en France, on arrive à savoir, en regardant là où ils sont nés. Et on voit qu'effectivement, dans les régions qui ont été impactées, dans le Grand Est et en Île-de-France, c'est des personnes qui sont nées au Maghreb ou qui sont nées en Afrique noire, qui sont plus impactées que les autres. Est-ce qu'il y a une explication ? Oui, évidemment qu'il y a une explication. C'est avant tout, même si tout le monde peut être touché, c'est clair, chacun d'entre nous peut être touché, mais l'immense majorité des gens touchés au cours de la première vague et au cours de cette deuxième vague, c'est les plus précaires. C'est ce que les Anglais ont appelé les key workers, c'est-à-dire les travailleurs de première ligne. Et c'est pour ça que je suis pour réhabiliter les travailleurs de première ligne. Oui, et puis parce que ils vivent peut-être aussi dans des espaces un petit peu plus confinés, etc. Oui, évidemment. Peut-être moins de règles sanitaires respectées. C'est une maladie un peu de la promiscuité, comme beaucoup de maladies qui se transmettent par voie respiratoire, comme la tuberculose autrefois. Oui, maladie de promiscuité, mais les pays où il y a quand même une forte promiscuité, tels que le Vietnam, on a beaucoup parlé, ils ont réussi quasiment, il n'y a que quelques morts, quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Oui, mais ils sont très très rigoureux sur le plan de la prévention. Ils sont très très bons, les Vietnamiens, sur le plan de la prévention, de la fermeture des frontières, de la quarantaine, de la prévention collective et individuelle. C'est des pays qui avaient appris avec le SARS. Le Vietnam, ils ont été lourdement impactés par le SARS, la première épidémie de coronavirus du XXIe siècle, et ils avaient appris de ça, et ils ont été super bons. Et tout est dit dans votre livre, Cécile. À lire Urgence sanitaire aux éditions Robert Laffont, le professeur Éric Côme. Merci beaucoup. C'est intéressant à lire. Absolument. Et bon courage à vous, parce que je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et évidemment que le mois qui vient va être particulièrement chargé. Merci. Et dans un instant, on va revenir sur cette attaque au couteau dans la basilique Notre-Dame de Nice. Pour l'instant, un mort et plusieurs blessés. On en parlera avec Laurent Martin, qui est unité